Les généraux russes paniquent en ce moment, parce que depuis 6 mois, ils disent à Poutine que la Russie progresse en Ukraine, en particulier dans la région de Zaporizhia. Eh bien, il y a 2 jours, l'Ukraine a démenti ce mensonge de la manière la plus humiliante possible. Vous voyez, depuis 6 mois, une contre-offensive ukrainienne était en cours. Une contre-offensive secrète. Les soldats ukrainiens avaient pour consigne stricte de ne laisser filtrer aucune information. Pas de vidéo, pas de tweet, rien du tout. Et grâce à cette sécurité opérationnelle, l'Ukraine a repris une immense quantité de territoire sans que la Russie ne se rende compte que cela se produisait. Une superficie équivalente à celle d'une grande ville américaine. Alors, comment cacher toute une opération de contre-offensive pendant 6 mois face au pays contre lequel vous vous battez? La réponse réside dans une faille profonde au sein de l'armée russe, créée par Poutine lui-même. Et comme si cela ne suffisait pas, la nuit dernière, l'Ukraine a détruit la seule installation sur laquelle la Russie comptait pour corriger sa plus grande faiblesse. Cette histoire concerne Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Tout cela prendra sens dans un instant, je vous le promets. Alors, entrons dans le vif du sujet, y compris la grande contre-offensive. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous montrer ce court extrait du front, car il nous révèle quelque chose sur la psychologie russe dont l'Ukraine a su profiter. Écoutez bien, voilà l'extrait. Et dans cet extrait, vous pouvez voir 2 soldats ukrainiens capturer 2 soldats russes qui se sont déjà rendus. Donc je suppose qu'ils les emmènent dans une planque ou quelque part où ils pourront être pris en charge. Alors ici, ils s'assoient. Je suppose qu'ils sont fatigués, et je veux que vous écoutiez cette conversation car elle nous dit exactement qui se bat pour la Russie et pourquoi ils se battent. Certains d'entre eux ont à peine 18 ans. Quel âge as-tu? 18 ans. Putain mec, pourquoi t'es venu ici bordel? Garde les cigarettes. Garde le briquet pour toi. D'accord, n'aie pas peur. Il ne t'arrivera rien. Garde tout ça. Garde les cigarettes pour toi, garde le liquide pour toi, il est tout radin. Ça va Sonia, n'aie pas peur. Tu as des papiers sur toi? Non, rien. Quel est ton grade? Soldat. Simple soldat. C'est évident. Vous êtes sous contrat depuis longtemps? Environ 6 mois. Mince. Pour l'argent? L'argent. Je me suis engagé en prison. Pourquoi? Pour l'argent? L'argent, la liberté. Maintenant, une fois qu'ils ont terminé leur conversation et leur pause, ils marchent de nouveau vers une position ukrainienne, je suppose. Et vous allez bientôt entendre un drone s'approcher. Ce n'est pas un drone ukrainien. C'est un drone russe qui poursuit délibérément des soldats russes en train de se rendre. C'est complètement fou. Heureusement, d'après ce que je peux voir, le drone a été abattu avec ce tir. Malheureusement, il a quand même blessé l'un des soldats russes, l'homme de 50 ans, qui venait de prison. Et en plus de ça, maintenant que la position est exposée, ces personnes ne peuvent pas rester dans la même zone, car il est probable que d'autres drones russes arrivent. Ils ont donc dû laisser derrière eux l'homme qui a été blessé, qui est probablement décédé à cause de ses blessures, car il est peu probable que les Russes qui tentaient de le tuer viennent l'aider, étant donné qu'ils savent maintenant qu'il se rendait du côté ukrainien. Et cela nous en dit long sur la mentalité russe, et sur la façon dont l'armée mène cette guerre. Ils ne veulent laisser filtrer aucune information négative. Ils ne veulent pas que des soldats russes se rendent, et ils ne veulent pas que leurs commandants sachent qu'ils perdent du terrain. Et c'est important, parce que cela nous explique pourquoi cette contre-offensive ukrainienne a été possible. Alors, entrons dans le détail. L'Ukraine vient de reprendre plus de 700 km² dans le sud-est du pays, et personne ne l'avait vu venir. Maintenant, pour mettre cela en perspective, c'est à peu près la moitié de la taille de Houston. Et en fait, c'est presque exactement la taille de New York, pour une meilleure comparaison. Et l'Ukraine l'a reprise discrètement, sans que les Russes ne se rendent vraiment compte de ce qui se passait. Comme si cela n'était pas déjà assez grave, cela s'est produit sur une période de 6 mois. Donc, au cours des 6 derniers mois, les forces ukrainiennes avançaient et nous n'en avions aucune idée. On peut supposer que les Russes non plus n'en avaient aucune idée. Ils ont repris 26 localités, et toutes ont été confirmées par des images géolocalisées que le gouvernement ukrainien a publiées il y a seulement 2 jours. Et en plus de cela, grâce à cette contre-offensive, grâce à tout le territoire que l'Ukraine a repris, cela signifie que la Russie est pratiquement revenue à zéro. Ils n'ont fait aucun progrès cette année en termes de territoire capturé. Poutine a perdu tellement de soldats, blessés ou tués, et pour cela, il n'a désormais aucun résultat à présenter. Maintenant, nous avons en fait quelques détails. Cette opération de contre-offensive a commencé le 29 janvier. Donc au début de l'année, et seulement 3 jours après cela,
Starlink a en fait permis aux Ukrainiens d'utiliser le terminal, ils pouvaient se connecter au satellite, mais les Russes ne pouvaient pas le faire, et nous en avons déjà parlé. Elon Musk a mis cela en place en utilisant un système de liste blanche où les terminaux ukrainiens étaient préapprouvés et les terminaux russes ne l'étaient pas. Et à cause de cela, les drones russes ne pouvaient pas voler correctement, les troupes ne pouvaient pas s'orienter, et les chars ukrainiens en ont pleinement profité pour continuer à avancer. Ce sont les plus grands guerres ukrainiens depuis 2023. Et cela a été fait discrètement, volontairement. Ici à l'écran, vous pouvez voir exactement de quelle superficie il s'agit, et où elle se trouve précisément. La zone grise est la zone grise, ce qui signifie que personne ne la contrôle. Les deux camps se battent pour elle. La zone rouge est contrôlée par la Russie, et la zone bleue est celle que l'Ukraine vient tout juste de libérer. Maintenant, un autre aspect choquant de toute cette histoire, c'est que la carte que nous utilisons, c'est Deep State Maps, et c'est quelque chose que les Ukrainiens utilisent beaucoup pour avoir une idée de l'état des lignes de front. Et même mes cartographes ne publiaient pas d'informations. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'informations, et même s'ils avaient entendu des rumeurs, ils ne voulaient pas révéler ce que le gouvernement et l'armée essayaient de faire. Donc même les cartographes gardaient essentiellement d'informations pour que personne ne découvre ce qui se passait exactement. Si vous êtes ici pour les bases du business, voici une autre notion essentielle. Protégez vos données personnelles en ligne. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone, et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité, et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien du site exposant vos informations personnelles, et les experts d'Incogni s'occuperont du reste avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus compliqué à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez mon code spécial pour obtenir 60% de réduction sur tout abonnement annuel à Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Maintenant, juste pour comparer cela à une carte russe, afin que vous puissiez voir exactement à quel point la différence est grande, regardez ici. Maintenant, nous pouvons réellement comparer une carte russe à une carte ukrainienne, pour voir exactement à quel point il y a une différence. Les deux cartes montrent exactement quelle zone la Russie contrôle, dans son esprit et dans la réalité. Sur votre écran, vous pouvez voir les deux cartes. Elles couvrent à peu près la même zone, mais sur la carte russe, vous pouvez voir à quel point les forces russes sont plus proches de la ville de Kharkivka. Et sur la carte ukrainienne, qui a bien sûr déjà été géolocalisée et confirmée par d'autres sources également, on voit que les Russes sont encore assez loin, et qui sont en réalité repoussés. Donc les progrès russes sont techniquement négatifs, ils avancent simplement dans la direction opposée. Officiellement, la Russie ne reconnaît rien de tout cela. Mais il y a des blogueurs militaires russes qui sont de plus en plus furieux contre leur propre commandement. Et ils sont en colère parce qu'ils pensent que le commandement militaire russe ment au président, en mentant tout au long de la chaîne de commandement, de haut en bas. Et en plus de cela, ils mentent au public. En fait, écoutez ce prochain extrait. Nous avons en réalité des blogueurs russes, des blogueurs de guerre, donc en quelque sorte la version russe des reporters de guerre, qui parlent maintenant ouvertement du fait que Poutine vit dans une bulle d'information, où il n'a en réalité aucune idée de la réalité. Il vit simplement dans un monde imaginaire. Écoutez. Quant au président, Et quand le président est informé et qu'il le répète ensuite, vous savez, à nous les citoyens, mot pour mot, chaque jour. Alors il a une nouvelle phrase préférée. Oui. Je veux dire, pardonnez-moi, camarades et camarades commandants aussi. Oui. Mais c'est devenu en quelque sorte un mantra maintenant, toute cette histoire. Chaque jour, nos troupes avancent. Un seul secteur où Vladimir Vladimirovitch, comment ça il n'y en a pas? Ils avancent près de Ouli-Houliaïpol. Ils avancent sur l'axe de Stepanokersk et progressent. Le fait qu'ils n'en fassent pas tout un plat, cela montre qu'ils agissent de façon plus intelligente et qu'ils ont effectivement des succès. Y compris en fait grâce à ces mêmes unités d'assaut de drones. Exactement. Je veux dire... Eh bien, je crois qu'on en a même déjà parlé. On pourrait supposer que cela est dit par le président lui-même, pour, en quelque sorte, rassurer le public.
Mais j'ai peur. Écoutez, j'ai aussi peur qu'ils aient commencé à y croire eux-mêmes. C'est exactement ça le problème. Parce que quand on produit de la propagande pendant longtemps, à un certain moment, la propagande finit simplement par vous affecter vous-même. La vôtre. Vous finissez par croire à votre propre propagande. Oui. Oui. Et si tu fais le compte, oui. Et est-ce que cela comporte des risques? J'aimerais que tu expliques quels risques cela comporte. Eh bien, quels risques cela comporte? Voici une brève analogie historique, oui, si je peux me permettre. Et justement pour développer à nouveau la réflexion, oui. Cela comporte le risque que le haut commandement militaire soit complètement détaché de la réalité sur le terrain. Comme exemple historique caractéristique, nous avons Nicolas II, qui, même lorsqu'il était au quartier général militaire, donc on pourrait penser qu'il n'était pas à Saint-Pétersbourg, mais bien au quartier général. Il ne comprenait pas ce qui se passait avec l'armée, même en étant au quartier général. Et c'est justement là que sa présence au quartier général était plutôt un inconvénient. Il ne comprenait pas ce qui se passait à Saint-Pétersbourg. Et quand Alexandra Fyodorovna le rassurait en lui disant que, vous savez, ce n'étaient que des gens mal intentionnés qui répandaient des rumeurs et qu'à part ça, tout allait bien. Finalement, le fond a été touché soudainement. Et en plus, au diable Seigneur, pardonne-moi, avec eux. Mais c'est le pays qui en a fait les frais. Maintenant, contexte important sur cet extrait d'ailleurs. Alexandre II dont il parlait, c'était le tsar russe à la fin du 19e siècle. Et il a été assassiné par son propre peuple parce qu'il était complètement détaché de la réalité. C'est à lui que les propagandistes russes comparent maintenant Poutine. C'est assez révélateur, vous savez. Assez révélateur. Et bien sûr, nous avons aussi d'autres propagandistes qui admettent indirectement exactement ce qui s'est passé sur la ligne de front. Regardez cette déclaration. Urgence. Nos troupes se sont temporairement retirées de la région de Dnipro-Dnipro-Protrax. Qui est responsable? Nous répondons. L'incompétence du commandement de notre état-major général est directement du GV East, donc le commandement régional. Les raisons sont que toutes les réserves disponibles ont été transférées à la libération de la RPD. Il n'y a pas d'autres réserves. L'état-major général est responsable de son incapacité à accumuler et transférer des réserves vers le front de l'Est en raison de la baisse du recrutement de nouveaux soldats sous contrat. Et la faute du VG est leur incapacité à passer sur la défensive en raison d'un manque de réserves. Maintenant, plus tard dans la vidéo, je vais expliquer en détail comment l'Ukraine a mené cette contre-offensive, et pourquoi le haut commandement russe n'a pas envoyé de renfort, car il y avait beaucoup de manœuvres psychologiques assez pointues entre le commandement ukrainien et le commandement russe. Mais encore une fois, c'est un peu technique, donc je vais garder ça pour plus tard dans la vidéo. Maintenant, avez-vous remarqué ce premier commentaire dans cette déclaration, où il dit « Nos troupes se sont temporairement retirées de la région de Dnipro-Dnipro-Protrass ». C'est le classique déni russe. Chaque fois que la Russie est repoussée, c'est toujours un repli stratégique. On se regroupe, c'est tout. Et chaque fois que la Russie avance, c'est comme si c'était la meilleure armée du monde. Cela a en fait donné naissance à l'un des mèmes les plus drôles de toute cette guerre. Et vous connaissez les règles avec les mèmes. Si ça vous fait rire, vous devez cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et laissez-moi vous dire, celui-ci va vous plaire, parce que c'est mon préféré. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Si vous êtes déjà abonné, cliquez simplement sur le bouton j'aime. Voici donc le mème. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois que l'Ukraine libère une zone, les Russes disent que c'est un regroupement tactique, une retraite stratégique, ou simplement à cause du mauvais temps. Et à chaque fois qu'ils font un petit gain, c'est une grande défaite pour l'empire mondial de l'OTAN et l'empire américain mondial. C'est le même russe. Et c'est probablement la chose la plus drôle qui soit sortie de cette guerre, à part l'opération militaire spéciale de 3 jours. Mais néanmoins, continuons notre couverture. Maintenant, chaque fois que la Russie a des difficultés sur la ligne de front, elle fait toujours la même chose. Elle utilise toujours la même vieille méthode, c'est-à-dire menacer et attaquer les civils ukrainiens. C'est la même histoire que nous avons déjà couverte, et c'est exactement ce que la Russie fait encore une fois. Voici ce que le ministère russe de la Défense a publié sur sa chaîne Telegram officielle. La légende dit « En hiver, vous allez geler ». Et bien sûr, vous pouvez voir l'image. On y voit plusieurs drones Shahed, et la légende russe sur l'image dit « Comme de la neige sur votre tête ». En gros, un message à peine voilé, indiquant qu'ils vont commencer à frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes pour forcer la population ukrainienne à vivre un hiver sombre et froid. Menacer ouvertement de commettre des crimes de guerre contre des civils, depuis une chaîne officielle du gouvernement, au passage. C'est une action tellement triste et répugnante que même les Russes commencent à se demander pourquoi le gouvernement russe l'a fait. Ici,
Nous avons un propagandiste russe nommé Zorozov. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Il demande publiquement sur une chaîne russe pourquoi ils font ça. Pourquoi font-ils du mal aux civils ukrainiens? En quoi cela va-t-il aider la Russie à gagner cette guerre? Écoutez, et cela se passe en Russie au passage. Comme c'est ce que les gens remettent en question. Alors écoutez bien. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut se réjouir que Kiev soit sans électricité. Quand vous voyez les lumières éteintes à Kiev, à qui pensez-vous? À Zelensky assis sans électricité? Ce n'est pas Zelensky qui est assis sans électricité. C'est une mère de 2 enfants qui vit au 17e étage d'un immeuble de 18 étages et qui doit descendre 17 étages pour aller chercher de l'eau. Nos gens voient aussi les Ukrainiens célébrer les frappes sur les ponts et sur Wildberries. Et au final, c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous sommes devenus exactement les personnes contre lesquelles nous sommes partis en guerre. Le ministère ukrainien de la Défense a effectivement répondu à cette menace russe. Et leur réponse était vraiment bonne. Alors laissez-moi vous la montrer. La citation ukrainienne dit en gros « Réchauffons-nous au feu des raffineries russes ». Et en arrière-plan, vous pouvez voir une raffinerie russe en train de brûler. Maintenant, je veux souligner le contraste entre 2 messages. La Russie parle de frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes. L'Ukraine parle de frapper les raffineries qui financent la guerre de Poutine. Il n'y a qu'un seul camp qui vise les personnes, tandis que l'autre vise l'argent qui finance les attaques contre les gens. Et devinez quoi? L'Ukraine tient déjà un peu cette promesse. Ce que vous savez bien sûr si vous avez regardé nos vidéos. Mais tout récemment, l'Ukraine a frappé quelque chose que la Russie n'attendait pas. L'Ukraine a utilisé ses missiles Flamingo pour détruire l'installation russe de fusées et d'internet par satellite. C'est l'usine qui construit les fusées qui mettent en orbite les satellites d'internet. Maintenant, c'est quelque chose dans lequel la Russie a beaucoup investi depuis le début de l'année. Parce qu'elle a perdu l'accès à Starlink, et le plan de la Russie était essentiellement de reconstruire son propre Starlink pour pouvoir continuer cette guerre. Et en fait, cela se rattache un peu à la contre-offensive dont nous parlions au début de la vidéo. Je suis sûr que certains d'entre vous se demandent, comment est-il possible que l'Ukraine continue d'avancer pendant 6 mois sans que la Russie ne s'en rende vraiment compte? Eh bien, la réponse tient à plusieurs facteurs, mais le principal est l'incompétence de la Russie et les mensonges qui circulent au sein de la chaîne de commandement russe. Alors voyons en détail ce que cela signifie exactement. Vous voyez cette carte à l'écran? Eh bien cette carte indique exactement ce que la Russie contrôle, et d'où proviennent les vidéos de propagande russe. Donc, tous ces signes que vous voyez sortir de la carte, eh bien ce sont des emplacements géolocalisés. En gros, c'est là que les soldats russes publient des vidéos, en faisant flotter leur drapeau tricolore. En gros, ils prétendent que cette zone est sous contrôle russe, alors qu'en réalité ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas parce que 2 soldats font flotter un drapeau russe que c'est russe. Et devine quoi? Ce genre de choses a en fait un impact très négatif sur la stratégie russe. Parce que tu sais quoi? Quand cette vidéo est enregistrée, elle est rapidement envoyée dans la chaîne de commandement. Et tous ceux qui se trouvent plus haut dans la hiérarchie de cette région, donc tous les généraux et commandants qui dirigent cette guerre, décident où les ressources sont nécessaires et où elles doivent être allouées. Ces généraux commencent à prendre des décisions, en partant du principe que la Russie contrôle déjà cette zone. Alors qu'en réalité, ce ne sont que 2 types qui brandissent un drapeau. Et dès qu'ils ont enregistré cette vidéo, ils vont aller se cacher dans une cave. Ils ne contrôlent vraiment rien. Donc, quand les Ukrainiens arrivent réellement et qu'ils éliminent ces 2 types, tu sais ce qui se passe? Le chef régional de cette zone ne signale en fait pas la mort ou la capture de ces 2 soldats russes à ses supérieurs. Et ça veut dire qu'il ne reçoit pas les réserves et les renforts dont il a besoin pour arrêter l'avancée ukrainienne. Parce que, dans sa tête, il n'a aucun intérêt à annoncer de mauvaises nouvelles. Pourquoi le ferait-il? Les mauvaises nouvelles ne te valent qu'une punition. C'est une histoire qui existe dans l'armée russe depuis l'époque de Staline. Vous savez, les gens n'annonçaient pas de mauvaises nouvelles à Staline, parce qu'ils n'étaient pas vraiment récompensés. En fait, ils étaient punis pour ça. Et c'est quelque chose que les blogueurs de guerre russes soulignent eux-mêmes. Quand la Russie a été repoussée pendant 6 mois, et que les rapports ne remontaient pas, les réserves n'arrivaient pas. C'était parce que tout le monde supposait que, ce n'était pas vraiment en train de se passer. Et si ça se passait, quelqu'un me le dirait. Vous savez, c'est ce que pense le gars qui gère une guerre, ou celui qui dirige sa région depuis Moscou, ou quelque part loin du front. Il suppose simplement, j'aurai l'information quand quelque chose arrivera. Mais quelque chose ne remontait pas la chaîne de commandement. Et surtout, les Ukrainiens ne diffusaient vraiment aucune information de leur côté, n'est-ce pas? S'ils capturent une localité, ils ne font pas de vidéo et ne la publient pas. Parce que l'Ukraine a rapidement compris la faille dans le système russe, la stratégie russe, la façon dont l'armée russe fonctionne. Donc ils nettoyaient une localité et s'assuraient que personne ne publiait quoi que ce soit. Ils veillaient à ce qu'aucune information ne sorte. Peu importe le nombre de localités que nous prenons. La raison à cela, c'est que si l'Ukraine annonce publiquement la prise d'une localité, puis, disons, 2 jours ou 2 semaines plus tard,
ils annoncent la prise d'une autre, ou la reprise d'une autre, puis encore une autre. La Russie commencera à repérer des schémas. Et même si la Russie n'obtient pas d'informations par ses propres sources, ils verront ce que les Ukrainiens publient, et ils commenceront à agir, ou à réaffecter des ressources et des soldats en fonction de cela. Donc, lorsque Staline est tombé, l'Ukraine a saisi l'occasion, et ils ont commencé à lancer cette contre-offensive avec des forces, avec des chars, vague après vague, gagnant du terrain chaque semaine, tout en gardant cela secret. Maintenant, c'est là que je veux partager une histoire intéressante, parce qu'il y avait certaines personnes qui ont compris ce qui se passait. Et cela malgré le fait qu'aucune information officielle ne sortait. Et la seule personne que j'ai trouvée qui avait compris ce qui se passait était ce jeune, analyste de 20 ans. Donc, il n'a que 20 ans. Il vient de France. Il suit cette guerre de très près. Et il s'appelle Clemens Molling. Voici comment il a compris. Et c'est vraiment fou. Quand la Russie tire des obus d'artillerie, cela crée des cratères d'impact, n'est-ce pas ? Et apparemment, on peut suivre ces cratères d'impact grâce à des images satellites. Ou peut-être qu'il existe une autre source en ligne pour le faire. Et si vous suivez ces cratères semaine après semaine, vous auriez pu voir les cratères russes reculer en réalité. Et on doit supposer que cela se produit parce que les soldats russes sont repoussés. Et cela signifie que l'Ukraine progresse. Et il a compris. Et il en parle sur Twitter depuis un moment, depuis quelques mois déjà, même avant que nous ayons des informations officielles. Donc c'est vraiment quelque chose de fou, vraiment intéressant, et je veux le partager avec tout le monde. Si vous ne le suivez pas sur Twitter, si vous êtes sur Twitter, allez absolument le suivre. Il n'a que 20 ans, mais c'est pas fou. Donc au final, le silence a fonctionné. La Russie est tombée dans son propre piège. Et maintenant, les blogueurs russes s'en prennent à leur propre commandement militaire pour avoir menti à Poutine, pour avoir menti au public, et peut-être même pour s'être menti à eux-mêmes. Parce que vous savez, parfois on ment tellement qu'on finit par y croire. Je pense vraiment que c'est ce qui arrive au commandant russe. Écoutez cet extrait. Donc, camarade commandant, arrêtez de raconter des conneries. Arrêtez. C'est le prix de notre grande vie. La vie est la chose la plus précieuse sur Terre. Et cela, 3 jours dans la région de Koursk, 3 jours et on va voler jusqu'à Kiev et la détruire. Les conneries de Medvedchuk, il a volé l'argent, il l'a mis dans sa poche. Voilà comment ça se passe, les gars. Tout ça, c'est des conneries. Sans respecter l'ennemi, il n'y a absolument aucun moyen d'aller au combat. Shoigu, c'est quoi ce bordel? Il parlait de l'armée au président, le 9 mai. Où en est-on maintenant? Où est Shoigu? Tout a été volé, tout a été vendu. Et ces salauds ont tout simplement volé des milliards sur les drones, sur ces UAV. Ils veulent tous nous voir crever. Tout cela nous ramène à cette installation dont j'ai parlé au début de la vidéo. La réponse de la Russie à Starlink, celle que l'Ukraine vient tout juste de détruire. Et honnêtement, c'était en fait un élément assez important du programme spatial russe. Du jour au lendemain, les missiles Flamingo fabriqués en Ukraine ont frappé en plein cœur de l'industrie aérospatiale russe, jusqu'à Samara, à 1000 km du territoire contrôlé par l'Ukraine, frappant l'usine de fabrication de fusées RCC Progress, l'une des installations les plus importantes de toute l'industrie spatiale russe. Une installation principale et historique, en activité depuis plus de 6 décennies, ayant même produit les fusées qui ont emmené Yuri Gagarin dans l'espace. C'était le premier homme dans l'espace. Ce complexe est resté au centre de la production de fusées russes, fabriquant aujourd'hui la famille de lanceurs Soyouz. L'intérêt de l'Ukraine pour ce site vise à neutraliser les nouveaux satellites russes Rosat en orbite terrestre basse, récemment lancés par Moscou. La réponse de Poutine à Starlink, qui dépend entièrement des lancements Soyouz produits dans cette installation. Bien sûr, même avec cela, la Russie n'allait pas pouvoir remplacer Starlink. Je ne sais pas si une quelconque entreprise en serait capable. Starlink a déjà environ 10 000 satellites en orbite, ce qui est tout simplement fou. Le plan de la Russie était peut-être de mettre 50 ou 100 satellites en orbite, et de les concentrer sur l'Ukraine, afin d'obtenir des informations uniquement sur les lignes de front, et de pouvoir faire fonctionner leur nouveau réseau internet sur les lignes de front. Maintenant, je ne suis pas vraiment sûr que techniquement cela soit possible ou non, mais je suis certain que les scientifiques russes savent ce qu'ils font. En fait, je ne connais pas grand-chose à ce sujet, mais maintenant, il semble que, quel que soit le plan que Poutine avait, cela ne va pas fonctionner, parce qu'ils n'ont pas les fusées capables d'envoyer les satellites dans l'espace. Et je doute qu'Elon Musk cherche à aider la Russie. Malgré tout ce qu'on voit, comme le fait qu'il refuse à l'Ukraine la permission de frapper à l'intérieur de la Russie en utilisant Starlink et tout ça, je ne pense pas, compte tenu des sanctions, qu'il puisse transporter un satellite russe sur une fusée américaine. Et heureusement pour nous, SpaceX est une entreprise américaine. Vous savez, la partie la plus choquante de cette histoire, c'est que l'Ukraine vient de mener sa plus grande contre-offensive depuis 2023. Elle a essentiellement effacé tous les gains que la Russie a réalisés cette année, alors que la Russie a perdu des centaines de milliers de soldats. Mais aucun média grand public n'en parle réellement. Peu importe de quel côté on regarde, le New York Times ne parle pas de cette nouvelle, du moins pas encore. Le Wall Street Journal n'en parle pas non plus. Et puis bien sûr, il y a l'autre côté. Nous avons une machine de propagande russe qui dépense des milliards de dollars chaque année pour répandre les mensonges que Poutine veut que tout le monde croie. C'est exactement pour cela que nous faisons ce que nous faisons.
pour révéler la vérité sur le courage des Ukrainiens et lutter contre la propagande russe. Maintenant, je l'admets, nous n'avons pas des milliards de dollars comme Vladimir Poutine, mais nous vous avons, vous. Récemment, nous avons lancé Basics Insider. C'est un moyen pour vous de nous soutenir et d'obtenir en retour des contenus exclusifs. Vous pouvez devenir membre dès maintenant en cliquant sur le bouton rejoindre ci-dessous ou en allant sur basicsinsider.com. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que vous obtenez en devenant membre, car ce n'est pas simplement de la charité. Si vous devenez membre, vous aurez accès à des vidéos exclusives que nous mettons en ligne chaque jour et qui n'apparaissent pas ici sur YouTube. Nous approfondissons beaucoup plus les histoires que nous couvrons, nous passons plus de temps sur des détails qui ne rentrent pas dans ces vidéos. Et bien sûr, le meilleur dans tout ça, c'est que nous faisons intervenir des vétérans militaires expérimentés comme Chuck Farr pour analyser les images du front, expliquer ce qui se passe réellement et distinguer les faits de la propagande. C'est vraiment notre couverture non censurée et approfondie pour ceux qui veulent comprendre ces conflits au-delà des gros titres. Et bien sûr, pour être honnête, votre adhésion nous aide énormément. La réalité, c'est que l'algorithme de YouTube change constamment. Les revenus publicitaires augmentent un jour et baissent le lendemain. Les vidéos sont recommandées cette semaine et peuvent ne plus l'être la semaine prochaine à cause de quelque chose que nous avons dit. C'est pourquoi créer une communauté de membres nous permet de continuer à produire une couverture indépendante sans dépendre entièrement d'un algorithme tout-puissant. Donc, si vous souhaitez une analyse plus approfondie, tout en nous aidant à poursuivre ce travail, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ci-dessous ou en allant sur Basics Insider. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Et le meilleur dans tout ça, voici un extrait de notre vidéo exclusive où Chuck Farr fait ses analyses habituelles. Écoutez bien. Voici les mitrailleuses du robot. Wow, d'accord. Oui, je n'ai pas pu. Oui, il y a tellement de choses là-dedans, et c'est aussi la première fois pour moi. Wow, mec, quel dommage, j'y pense déjà. D'accord, ils ont des mitrailleuses M2 de calibre 50 qui ont en fait plus de 100 ans. La conception a plus de 100 ans. Les États-Unis n'ont rien changé. Ils ont ajouté quelques nouveaux protège-canons, mais l'intérieur de cette arme est le même. Calibre 50 signifie qu'elle tire une balle d'un demi-pouce de diamètre. Elle peut atteindre une cible à près de 1000 yards. Et eh bien, je ne sais pas ce que ces gars vont installer, mais si vous avez 2 mitrailleuses de calibre 50, vous pouvez démolir un bâtiment. Donc vous voyez toute cette fumée qui monte ici. C'est la maçonnerie que les balles arrachent, qui traverseront probablement les deux côtés de la maison. D'accord, encore une fois, donc ça, c'est du tir de calibre 50. Et vous obtenez, vous savez, donc vous avez aussi des images filmées par un drone qui plane à l'extérieur. Et Adam, tellement de combats ont maintenant lieu dans de petites dépendances agricoles comme celle-ci parce que les Russes ne peuvent plus mener, vous savez, des opérations de manœuvre terrestre à grande échelle. Ils ne peuvent pas parce que l'Ukraine met 15 000 drones par jour dans les airs. Alors ils envoient 3 types dans la, vous savez, ramper à travers les champs la nuit, puis se taire dans ces bâtiments pendant la journée. Et je les appelle des piétons et non des soldats parce que les gars dans ce bâtiment ici, leur formation consistait à ce que leur mère les emmène au bureau de recrutement. Il ne peut pas partir. Ils l'ont mis dans un bus. 2 semaines plus tard, il est en Ukraine, n'est-ce pas? Et environ 10 jours après son arrivée en Ukraine, il est au combat, où une fois qu'il entre en contact avec les Ukrainiens, c'est le New York Times qui parle, pas moi. Il a une espérance de vie de 23 minutes. 23 minutes. Donc on regarde ces gars pendant ces 23 minutes et ils ne combattent même pas les Ukrainiens. Ils combattent 2 robots et assez de drones pour filmer la scène. J'essaie de m'imaginer en train de me battre dans cette position, tu vois? Dans toute ma carrière, je n'ai jamais été attaqué une seule fois depuis les airs. Jamais. Mais ces gars-là, eux, ils y ont droit, tu vois. Alors tu peux voir, regarde la quantité de destruction là-bas. C'est toute de la poussière de maçonnerie, cette sorte de gris, de fumée grise. Et regarde ce qu'il reste des, tu sais, regarde ce qu'il reste de ces bâtiments. Donc on n'a probablement pas vu la Baba Yaga, même s'ils n'opèrent pas très souvent en plein jour, mais tu sais, ça arrive. Et ça, c'est clairement des dégâts explosifs plus importants qui ont fait s'effondrer le bâtiment. Maintenant, crois-le ou non, ces gars-là ont peut-être survécu parce que la plupart de ces endroits ont des caves, tu vois. Donc ces gars-là ont peut-être vraiment survécu à tout ça. Mais on reviendra. Mais on gardera le bord, ouais. Exactly.
Ouais, ils ont eu un peu de poussière dans la soupe, c'est sûr. D'accord. C'est un drone sans pilote. Il emmène des civils en lieu sûr. Oui, il y a beaucoup d'endroits sur la ligne de front et beaucoup de villes exposées qui sont, vous savez, au contact, où les gens ne voulaient tout simplement pas partir. Et vous savez, on peut rester ici et se demander pourquoi ne partent-ils pas. D'accord, il y a un drone russe. Et bien sûr, vous savez, ils ont mis en évidence la Croix-Rouge sur ce véhicule, mais vous savez, je ne suis pas sûr. Plus tard, nous le verrons. D'accord, tu sais, pour parler franchement. Écoute, mamie ne voulait pas quitter la seule maison qu'elle ait jamais connue, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Et finalement, cette position devient intenable. Et crois-moi, les Russes s'en fichent que ce soit ta grand-mère, mec. Elle va se prendre la baïonnette et ils vont prendre ses affaires. C'est comme ça que ça se passe. Donc elle est évacuée ici, tractée pour sortir de là. Vous pouvez voir l'état de la route. C'est clairement une bombe. On regarde un pont au-dessus d'un conduit. Les Russes ont essayé de le faire sauter. Mais là, vous avez le véhicule qui affiche clairement la croix rouge. Écoutez, je me fiche de qui vous êtes. C'est un crime de guerre si vous le frappez. Toi qui as appuyé sur la gâchette et le gars qui t'a donné l'ordre. Bref, ils sont en train de la sortir. Que Dieu la bénisse. Mais tu sais, beaucoup de gens voudront simplement rester chez eux. Comme tu le sais, encore une fois, là-bas, ils attaquent encore la Croix-Rouge. Mais de façon remarquable, ces gens ont été évacués. Mais cela arrive tous les jours. J'ai des dizaines de photos d'ambulances ukrainiennes détruites dans la ville de Kherson. Ils font voler des drones au-dessus du Dniepr. Ils trouvent un civil, ils essayent de le tuer. Et vous savez, ensuite, ils attendent que l'ambulance arrive et ils attaquent l'ambulance. J'espère que tu as laissé tomber le fusil de ce type. C'est ce qu'il te faut. Enfin bref, mais ils l'ont sorti. Et tu sais, il y a des gentils et des méchants dans cette guerre à dents, et les méchants, ce sont les Russes. Regardons ceci. Tu as probablement beaucoup d'idées sur ce sujet. C'est une équipe qui entre et fait exploser une position avec plein de TNT. Oui, donc littéralement une démolition de combat. C'est ça dans un environnement urbain. Dans un espace de combat urbain où, tu sais, à l'intérieur, ce qu'on appelle le CQB, combat rapproché, on dirait clairement que c'est un peu plus tôt. Il y a du givre. Si tu veux regarder le reste de cette vidéo et d'autres vidéos comme celle-ci, tu peux aller sur Basics Insider ou cliquer sur le bouton rejoindre ci-dessous.